Bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, émission spéciale depuis le Midsommar du patrimoine, troisième édition de cet événement estival organisé par la CNCGP qui tiendra d'ailleurs à cette occasion son congrès et son assemblée générale en vue de transmettre le pouvoir après un mandat de 3 ans réalisé par Julien Serracchi, son deuxième mandat consécutif. Julien Serracchi qui sera bien sûr avec nous en ouverture de cette émission, et puis nous profiterons également des partenaires de la CNCGP qui sont présents aujourd'hui pour évoquer les marchés de l'épargne. Nous en parlerons avec Gadamar, le responsable de la distribution pour l'Europe de l'Ouest de Natixis CCM, et puis les enjeux de marché. Bien sûr, nous restons dans Smart Bourse. Nous parlerons des enjeux en matière d'investissement et d'allocation d'actifs avec Stéphane Déo d'Eleva Capital ou encore Sylvain Goyon, gérant action chez Montpensier Arbevel. Smart Bourse spécial Midsommar, c'est parti. Smart Bourse spécial Midsommar du patrimoine, troisième édition, c'est parti. Nous sommes ici à la Maison de la Chimie à l'occasion de cet événement patrimonial de début d'été organisé par la CNCGP, la Chambre des conseillers en gestion de patrimoine, et son président encore depuis 6 ans, Julien Serracchi, qui est à mes côtés. Bonjour Julien. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Oui, événement important, à la fois le Midsommar du patrimoine, troisième édition, et le 26e congrès de la Chambre. Exactement. C'est ça Julien, un congrès d'autant plus important puisqu'il s'agit de transmettre le pouvoir à une nouvelle équipe dirigeante et un nouveau président, Yves Mazin. Oui, c'est un moment important dans la vie de la Chambre, j'imagine, Julien. Oui, c'est un moment important. En fait, on a des élections tous les 3 ans. On va élire un conseil d'administration qui va donc élire un président. Et à la Chambre, on ne peut pas faire plus de 2 mandats en tant que président. Donc moi, ça fait 6 ans, je termine mon 2e mandat. Et en fait, c'est très important, cette gouvernance qui est changeante, parce que c'est une passion dévorante d'être président. Mais il faut reconnaître qu'il faut avoir énormément d'énergie. D'ailleurs, si vous regardez les présidents de la Chambre, ils ont toujours été en pleine force de l'âge, une quarantaine d'années, entre 40 et 50 généralement. Parce que quand on arrive en tant que président, on veut vraiment que ce temps soit utile. On prend sur nos cabinets, donc on veut que ça soit pour des choses qui sont utiles au métier. Ouais, concrètement, alors j'en ferai pas un conseil pour Yves Mazin qui va vous succéder, mais peut-être effectivement une mise en perspective de ce qu'est le rôle de président de la Chambre et du temps et de la bande passante que ça peut prendre, Julien. Ça vous a pris combien de votre temps sur ces 2 mandats ? Alors, Yves Mazin, il sait très bien dans quoi il s'engage, puisqu'il est vice-président de la Chambre actuellement, il a été président de région, il a été administrateur, donc il connaît très bien tous les rouages de la Chambre. Et d'ailleurs, ça, je crois que c'est important, parce qu'il ne faut pas perdre 6 mois ou 1 an avec quelqu'un qui apprend ce que c'est. Ça va très vite dans notre métier, surtout pour les affaires de lobbying. Et donc, en matière de temps passé, écoutez, c'est à peu près 40% du temps. Du temps temporel, on va appeler ça comme ça. Du temps théorique. C'est 100% du temps de cerveau. Bien sûr. C'est un peu plus de 1000 rendez-vous pour la Chambre sur ces 6 années. Si on compte les interviews, si on compte les conseils d'administration, si on compte toutes les réunions avec les tutelles, si on compte les déplacements en Europe. Donc c'est très prenant, mais c'est une passion en fait. C'est pas quelque chose où on se dit je suis en train de sacrifier le temps pour mon cabinet, non pas du tout. En fait d'ailleurs on se rend compte qu'on est beaucoup moins utile à notre cabinet que nos collaborateurs sont ravis qu'on soit un petit peu moins là, et donc on gagne en efficacité. Bon, ils vont vous retrouver là à plein temps, en tout cas Julien Serracchi. Quel bilan vous tirez de ces 2 mandats, j'allais dire, du point de vue de l'organisation, du point de vue de la Chambre et des avancées qui ont pu être réalisées au cours de ces 6 années de double mandat et d'un point de vue personnel également, Julien? Alors, la Chambre a beaucoup grossi. Le budget a doublé, le nombre d'adhérents a explosé, le nombre de partenaires qui nous suivent, vous le voyez aujourd'hui, est très important. Mais ça, c'est l'arithmétique, c'est le côté quantitatif. Moi, ce qui me frappe quand je réfléchis à l'évolution du métier sur ces 6 dernières années, c'est l'attractivité du métier. C'est à quel point les jeunes veulent s'engager dans ce métier. Moi, j'ai fait un Master 2 de gestion de patrimoine il y a plus de 20 ans. Tout le monde allait travailler dans les banques privées, personne n'allait travailler dans les cabinets de CGP. Quand je vais intervenir dans les cabinets, dans les Master 2 de gestion de patrimoine aujourd'hui, et je demande toujours qui travaille dans une banque privée, qui travaille dans un cabinet de CGP, c'est du 50-50 aujourd'hui. Donc c'est devenu un métier très attractif. Vous savez, on dit que les jeunes, ils n'ont pas envie de travailler. Alors moi, je suis absolument pas d'accord avec cette idée-là. Cette idée est complètement fausse. Les jeunes, ils ont envie de travailler, mais ils ont envie de travailler avec du sens. Et qu'est-ce qui a plus de sens que de travailler pour soi-même ?
Qu'est-ce qu'elle apporte, cette nouvelle génération de CGP, Julien? C'est quoi ses attentes vis-à-vis du métier? Et qu'est-ce qu'ils apportent aussi en termes de relation avec le client final, peut-être? Je trouve que ce qui est génial avec eux, c'est qu'ils ne se posent aucune question. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire ils sont dans l'action. La réglementation, c'est un prérequis, pas de problème. On ne se dit pas est-ce que c'est bien, c'est pas bien. On vivra avec. On vivra avec. La digitalisation, j'en parle même pas, ils sont nés là-dedans. La relation client, ils savent très bien que l'intuitu personnel, c'est ce qui fait la force de ce métier et ce qui fait qu'on a une croissance considérable tous les ans. Les cabinets de CGP, c'est au moins 10% de croissance de chiffre d'affaires tous les ans depuis au moins 10 ans. Donc, ce qui est génial, c'est qu'ils sont dans l'action, ces jeunes. Vous savez, l'âge moyen d'un nouvel adhérent, c'est pas jeune, c'est 42 ans. Parce que souvent, c'est une seconde carrière, souvent, c'est des banquiers privés qui s'installent à leur compte, mais il y a aussi des jeunes de 25 ans qui le font. Qui se lancent, qui font 6 mois, 1 an d'expérience dans une banque privée ou sur un CGP, qui créent leur cabinet. Et 3-4 ans plus tard, ils seront toujours là. C'est quoi leur intérêt d'adhérer à la Chambre, par exemple? Un jeune CGP qui se lance aujourd'hui, alors à part faire baisser la moyenne d'âge des adhérents de la Chambre, quel est leur intérêt justement d'adhérer à une organisation, la CNCGP en l'occurrence, Julien? Qu'est-ce qu'ils y trouvent? Ce qu'ils me disent quand je discute avec eux, c'est qu'ils me disent à la Chambre, on a déjà le sentiment d'être épaulé. Dans toutes ces questions de réglementation, on ne se pose pas de questions, il faut le faire, mais comment on le fait? Eh bien nous, on leur offre tous les documents, des documents types, pour répondre à la réglementation. Ils nous disent ensuite, on débute dans le métier, on ne connaît personne, et la Chambre organise plus de 60 événements par an dans toute la France, dont évidemment le Midsommar où nous sommes aujourd'hui, et ils me disent, ces événements c'est génial parce que ça permet de discuter avec nos aînés, ça nous permet de nous faire des contacts, ça nous permet de rencontrer des partenaires. Au début, ils ne connaissent pas leurs fournisseurs. Et donc, c'est ça ce qu'apporte la Chambre. C'est un accélérateur. Exactement. Ouais. L'évolution du métier de CGP, vous l'avez dit d'ailleurs, maintenant c'est du 50-50 entre des carrières de banquiers privés, des carrières de CGP. Les frontières sont en train de s'estomper entre ces deux métiers du conseil financier au sens large, Julien. Ça implique quoi? Plus de sophistication, plus de professionnalisation peut-être de la part des cabinets de CGP aujourd'hui? Quelles sont les tendances que vous avez vues naître ou croître peut-être au cours de ces dernières années? Alors c'est pas que la frontière s'estompe entre les banques et les CGP d'une manière générale, c'est qu'en fait, on fait face à un phénomène qu'on ne connaît qu'une fois par siècle. Le XXe siècle, ça a été le siècle de la bancarisation. Au XIXe siècle, très peu de gens avaient des comptes en banque. C'est au XXe siècle que ça s'est démocratisé. Le XXIe siècle, ça va être le siècle de la débancarisation. Vous allez toujours avoir votre compte bancaire et votre emprunt auprès de votre banque. L'hébergement, le dépôt se fera toujours à la banque. Mais tout ce qui est la gestion et le conseil sur votre épargne, ça va sortir des banques, ça va passer du côté des CGP, mais pas seulement. Regardez ce qui se passe avec les cryptoactifs, regardez ce qui se passe avec les robo-advisors, regardez les centaines d'agences bancaires qui ferment en France, regardez les pays européens où les banques de réseau ont abandonné la gestion de l'épargne. C'est une lame de fond qu'on vit là, et ça, c'est vraiment le phénomène qui est naissant, qui commence là, qu'il a commencé, je pense, à partir de 2020. Peut-être le Covid a accéléré ça, et qu'on va voir continuer pendant tout le 21e siècle. Donc on vit un changement majeur. Et le client final, il a compris cette évolution, il a compris qu'il a accès lui aussi à du conseil en gestion de patrimoine. C'est-à-dire que le client bancarisé, traditionnel, avec son conseiller bancaire, il se dit aujourd'hui qu'il a le patrimoine suffisant, la surface patrimoniale suffisante pour accéder au conseil spécialiste d'un CGP, par exemple, Julien? Alors, je vais vous dire déjà, le client final, il sait maintenant ce que c'est qu'un CGP. Ouais. Quand il y a 10 ans, j'allais dans un dîner en ville et je disais je suis conseiller en gestion de patrimoine, on croyait que je bossais au ministère de la Culture. Donc maintenant, on sait ce que je fais. Le client final, parfois, se fait des idées et se dit ah, le CGP, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pas vrai du tout. Cette barrière-là, elle existe encore un peu. Vraiment de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de cabinets de CGP, ça c'est intéressant, c'est que c'est un métier qui grossit en chiffre d'affaires, mais c'est qui grossit en nombre de cabinets, ce qui veut dire qu'on prend des parts de marché, hein, évidemment, sinon c'est pas possible. Et donc, le cœur de business d'un cabinet de CGP, le client, le core client, comme on dit, c'est le client patrimonial, c'est-à-dire qu'il est à quelques dizaines de milliers d'euros de potentiel d'épargne, de placement, jusqu'à quelques millions. Et c'est cette grande fourchette-là qui est le client type d'un cabinet de CGP. Ouais. Donc, je dis toujours aux clients, appelez le CGP qui est à côté de chez vous, prenez rendez-vous, les premiers rendez-vous sont toujours gratuits, et discutez avec lui. 6 ans à la tête de la Chambre, Julien, vous avez vu, observé activement, j'ai envie de dire, le mouvement de consolidation
dans ce secteur du conseil en gestion de patrimoine, avec la création aujourd'hui de mastodontes potentiels, concurrents très largement des banques privées qui existent aujourd'hui. Julien, quelle analyse vous faites de ce mouvement, cette tendance de consolidation, avec le private equity à la manœuvre aussi? C'est une tendance qui en est encore à ses débuts. Il y a encore de la place pour construire et consolider encore un peu plus ce secteur. Et comment est-ce que ce secteur s'organise entre des cabinets qui restent peut-être petits pour du sur-mesure et des ensembles de plus en plus grands capables de servir le client quasiment à 360 degrés? C'est vrai qu'on a connu depuis 5-6 ans un changement majeur avec l'arrivée de fonds d'investissement dans des gros cabinets qui se sont bien rachetés, des cabinets de taille intermédiaire, des cabinets plus petits, ce qu'on appelle des concentrateurs. Alors, moi, le terme de concentration, je ne me reconnais pas dedans parce que la concentration, c'est la réduction du nombre d'acteurs. De la concurrence. Sauf que des CGP, il y en a de plus en plus. Ouais, donc, ce que vous disiez. Vous avez utilisé le terme de consolidation, c'est le bon terme. Eux sont des concentrateurs de ouais. cabinets, mais le mouvement de marché, c'est la consolidation. Ce n'est pas du tout la concentration. Comme je l'ai dit, on ne peut pas être et plus gros et plus nombreux sans gagner de part de marché. C'est ça, évidemment, ce qu'on voit. Ensuite, il y a effectivement le fait qu'on peut permettre aux clients d'avoir accès à de plus en plus de services. Il y a 20 ans, un CGP, il faisait du contrat d'assurance vie, généralement du monosupport et de la SCPI. Aujourd'hui, on a du private equity, des produits structurés, des contrats au Luxembourg, des FCPR, et j'en passe, et évidemment tout le conseil patrimonial, donc c'est beaucoup plus large. Donc c'est ça aussi l'évolution qu'on voit du métier, c'est qu'il y a une horizontalité de services, et c'est ça le défi en fait, c'est avoir l'horizontalité de service la plus grande possible, tout en gardant une verticalité très forte, le fameux intuitu personnel, entre le client et son conseiller. Et cette croix-là, c'est le défi. Alors c'est aussi un plus, cette croix. Elle fait la forme d'un plus. Et c'est aussi ça le défi pour le marché des CGP et de ces très gros acteurs, de comment ils vont faire dans les années à venir pour garder cet intuitu personnel, ce qui fait leur force avec leurs clients. La fin de votre deuxième mandat a été marquée, là, ce début d'année 2025, par alors, ce qu'on appelle l'affaire Harvest, Julien Serracchi, qui a révélé, j'imagine, quand même certaines choses pour la profession, qui a été particulièrement émue, troublée par ce piratage dont a été victime Harvest. Révélation d'une dépendance à des solutions logicielles, et révélation du risque de cybersécurité pour des acteurs de la gestion de patrimoine, fournisseurs de logiciels en l'occurrence. Quels sont les enseignements que vous en tirez à ce stade pour la profession en France ? Déjà, ce que ça a révélé, c'est que la problématique de cybersécurité dans notre métier, on ne l'avait jamais vraiment travaillé avant, on ne l'avait jamais vraiment envisagé. Et ça, effectivement, ça a été un coup en pleine face, puisque notre principal fournisseur de services informatiques, Harvest, a été victime d'une cyberattaque. Alors, il n'y a pas que les CGP, il y a les banques, il y a les assureurs. On a vu ça, évidemment, dans la presse. Et donc, la première chose, effectivement, c'est de se dire, tiens, il y avait cette problématique, je ne l'avais pas envisagée, de sécurité informatique. Comment je fais pour être moins vulnérable lorsque la prochaine cyberattaque va advenir, parce qu'un jour ou l'autre, elle va advenir. Donc la Chambre travaille là-dessus, parce que c'est une problématique qui est vraiment compliquée. Il faut avoir ça en tête. C'est au confluent de la cybersécurité, de la réglementation et de coûts économiques. Et donc, pour un cabinet, c'est compliqué, à part si vous avez une taille très importante, de prendre tout ça en compte. Donc, la Chambre travaille en fait sur ce sujet-là et ça prend du temps. C'est pas juste de dire sauvegarder vos données, c'était que ça, évidemment, ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait. C'est beaucoup plus compliqué, sophistiqué que ça. Et donc, je sais que le prochain conseil d'administration va travailler là-dessus. C'est sur le haut de la pile, quoi. C'est un des dossiers sur le haut de la pile aujourd'hui. Tout à fait. C'est sur le haut de la pile. Mais il y a eu un électrochoc. Il y a eu un électrochoc, et parce qu'en fait, on ne se rendait pas compte. Nous, on n'est pas des informaticiens, les CGP, on n'est pas des experts en cybersécurité, et on ne se rendait pas compte qu'en fait, effectivement, on était devenus dépendants. Et je ne jette pas la pierre à Harvest, mais ils ont un monopole, Harvest, ou un quasi-monopole. Et là aussi, ce n'est pas un reproche. S'ils sont en situation de monopole, c'est parce qu'ils ont été plus habiles, plus malins que leurs concurrents, donc on ne peut pas leur reprocher. Mais il faut qu'on réfléchisse à comment on s'organise pour éviter que si le fournisseur du métier se fait hacker, comment est-ce que nous, on fait pour continuer à travailler ? Merci beaucoup Julien Serracchi. Merci de nous avoir accordé un peu de temps à l'occasion de cet événement Midsommar du patrimoine qui verra également ce passage de témoin entre vous et Yves Mazin comme président de la CNCGP. Julien Serracchi qui était avec nous en ouverture de cette émission spéciale de Smart Bourse.
Et nous poursuivons cette édition spéciale de Smart Bourse depuis cette 3e édition du Midsommar du patrimoine organisée par la CNCGP. Mon invité à mes côtés est le responsable de la distribution pour l'Europe de l'Ouest de Natixis IM, Gad Amar. Bonjour Gad. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et de partager, j'allais dire, votre expérience de terrain. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le retour de vos clients avec qui vous êtes en contact, au terme notamment de cette première partie 2025, de cette année 2025. Sur les marchés, on a observé une tendance qui s'est confirmé sur plusieurs mois, la surperformance des actifs européens, notamment par rapport aux actifs américains. Et peut-être d'ailleurs que cette tendance part d'abord d'une forme de défiance des investisseurs vis-à-vis des actifs américains dans leur ensemble, les actions, mais également le dollar. Comment est-ce que tout ça résonne sur le terrain pour vos clients, Gad? Ça résonne complètement. C'est vrai qu'il faut peut-être faire un peu une marche arrière pour commencer. Rappelez-vous, fin de l'année passée, le pari Trump, ce qu'on appelait le Trump put, c'était quoi? C'était actifs américains, mid cap, large cap, small cap, actifs en dollars, immobilier, tout ce qui était dollars sentait bon. Et puis arrive la période de Liberation Day, comme on l'appelle maintenant, et puis tout rechange. Ouais. Et donc on a vu une redistribution totale des cartes. Rappelez-vous, année où les gens avaient beaucoup favorisé le fixed income, commençaient à se dire on va pouvoir être equity dollar, et finalement renversement de tendance, on reste fixed income, et puis on se met à regarder, comme vous l'évoquiez, les actifs européens. Ouais. Et effectivement, nos clients et partenaires, conseillers en gestion de patrimoine, ont fait face à la même perplexité, si je puis dire. Ouais. On s'est aperçu, enfin, vos clients se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être trop de stocks américains dans leur portefeuille, dans leurs allocations, Gad. Qu'est-ce qui les a fait pivoter là? Je pense que c'est plusieurs choses. C'est tout d'abord l'incertitude. L'administration américaine en cours a introduit un niveau d'incertitude qui n'avait jamais été vu auparavant. Et de facto, ça s'est traduit par quoi? Par le fait que nos clients se sont dit, on ne peut plus envisager la confiance sur les actifs dollars comme on le faisait, et ça pose des questions à beaucoup plus long terme, à savoir est-ce que les actifs en dollars vont rester de manière structurelle quelque chose que l'on aura en portefeuille dans des pondérations significatives. Alors tout ça favorise les actions européennes qui par ailleurs étaient sous-évaluées par rapport aux actifs américains. Intellectuellement, c'est très intéressant cette réflexion, mais est-ce que le questionnement de vos clients reste à un stade intellectuel pour l'instant? Est-ce que structurellement, j'aurai autant d'actifs américains demain dans mes allocations que j'ai pu en avoir au cours des dernières années? Est-ce que des décisions en ce sens ont déjà été prises? Ou est-ce qu'on en est encore au stade de l'observation, de la réflexion? Pour moi, c'est encore au stade de l'observation, et c'est ce que nos équipes ont pu constater sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a une perplexité. Ouais, on sort tous, et quelque part, quelle que soit notre génération, on a tous été élevés, éduqués avec biberonnés, c'est encore un meilleur terme. Et on a tous été biberonnés avec l'actif dollar. On ne parie pas à long terme contre le dollar. Aujourd'hui se pose cette question avec la possibilité de voir des devises alternatives. Mais je ne pense pas, en tout cas c'est pas notre observation, que les gens aient commencé à complètement inverser leurs paris, leurs allocations en se disant on va être significativement dédollarisé, si je puis dire, et commencer à regarder d'autres devises. Mais en tout cas les questions se posent, et ça c'est c'est un grand changement, une grande innovation par rapport à ce que l'on a pu connaître dans le passé. Néanmoins, il y a quand même une forme de réallocation, au moins sur les actions européennes, vers les actions européennes, et peut-être émergentes également, qui a pu avoir lieu au cours des derniers mois. Vous le confirmez, Gad. Et dans ce jeu relatif permanent des marchés, ce concours de beauté permanent, quelles sont les forces et les atouts des actifs européens pour vos clients? Les actifs européens ont plusieurs facteurs à leur crédit ou à leur avantage, si je puis dire. Le premier, c'est que déjà, ils étaient sous-évalués. Ouais. Donc, il y avait mécaniquement un besoin, ou en tout cas un rattrapage possible. Il y a des grandes décisions suite à l'administration, aux décisions de l'administration américaine qui font qu'on va avoir des grandes dépenses qui vont être initiées en Europe, qui vont changer et rebattre les cartes, et qui structurellement vont faire que sans doute les actifs européens vont avoir un effet de rattrapage assez durable. Il y a enfin des perspectives. L'Europe offre enfin des perspectives et de la visibilité, au moins sur certains sujets. Et un autre point que vous évoquiez à juste titre, c'est les marchés émergents. Les marchés émergents sont dans une situation dans laquelle on commence à voir l'émergence d'échanges interzones et intrazones entre les émergents. Ouais. Et finalement, leur dépendance aux marchés très développés que sont les États-Unis et l'Europe commence progressivement à se réduire. Donc on a aussi potentiellement l'émergence
de marché, d'alternatives dans les allocations d'actifs à travers les émergents. Et cette résilience qui s'organise dans la sphère émergente, ça veut dire que les actions émergentes sont peut-être moins risquées aujourd'hui que ce qu'elles ont pu être dans le passé, au cours de la décennie passée. En tout cas, Gad. ce ne sera plus les mêmes actions émergentes. Ouais. Une autre grande tendance du marché de l'épargne, Gad, c'est l'émergence ou le début de l'avènement des actifs privés dans les allocations des particuliers, des clients privés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce cycle, qui est peut-être un cycle en train de débuter, et comment est-ce qu'un fournisseur de solutions comme Natixis IM s'adapte ou adapte son offre pour servir en actifs privés une clientèle qui n'avait pas l'habitude de détenir ces actifs privés? Alors c'est un très très bon point que vous évoquez. Le premier point à voir, c'est que le voyage de l'allocation d'actifs continue pour les clients de nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Historiquement, ils ont commencé à se diversifier interzone en Europe, puis globalement, puis dans les différentes classes d'actifs de chaque zone. Et finalement, le private equity restait, ou en tout cas les actifs réels, restaient assez inaccessibles pour des raisons techniques principalement, que les évolutions technologiques ont commencé à résoudre. Et donc l'onboarding des clients retail est beaucoup plus simple qu'il ne l'était dans le passé. La création de véhicules plus faciles à gérer pour les particuliers à travers les véhicules de type Evergreen devient une réalité, et de facto, pour les allocations d'actifs, ça devient des blocs supplémentaires de diversification pour la clientèle particulière, des particuliers. Et selon nous, c'est une tendance de fond qui va permettre à une amélioration significative de l'allocation d'actifs à travers des blocs différents, moins corrélés les uns aux autres. Donc à partir de là, comment on y répond? Vous dites juste, Gad, c'est encore une brique de diversification. Moi, j'avais le sentiment que le sens du voyage, pour reprendre votre image, c'était que ces actifs privés allaient devenir à un moment des actifs cœur de portefeuille, comme on l'observe peut-être dans l'allocation d'un client privé américain aujourd'hui. Alors, ça va dépendre du profil de client. Il faut se rappeler que les actifs privés que vous évoquez, notamment sur la clientèle américaine, c'est sur ce que l'on appelle le high net worth. Oui. C'est-à-dire la clientèle la plus fortunée. Les 401K, par exemple, n'ont toujours pas accès au PI. Et c'est un des plans, c'est une des initiatives de l'administration Trump en cours d'ouvrir ça au private equity. Ce qui ferait, là encore, une pompe aspirante, un appel d'air formidable pour les actifs réels et les solutions de private equity. Mais donc, pour la clientèle particulière, on va dire, ou la clientèle du grand public, il est important d'avoir des véhicules qui soient adaptés à leurs allocations d'actifs. Et après, c'est eux, avec leurs conseillers, qui mettront le curseur là où ils estiment que c'est adapté à leurs besoins. Et ça, c'est vraiment le plus important, de toujours être centré sur le besoin de chaque client. Pour certains clients, ça peut être une brique plus importante, peut-être même cœur de l'allocation d'actifs s'ils ont un horizon très long. Et pour d'autres, ce sera plus une diversification en fonction des besoins de chaque client. Et ça, c'est nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine qui savent le mieux le déterminer. Et donc, les véhicules dont vous avez besoin sont soit des véhicules de type vintage, soit des fonds que l'on dit evergreen, c'est-à-dire qui sont constamment ouverts. Et nous, on a répondu à ces deux besoins à travers des véhicules en solution vintage, donc des véhicules qui sont fermés, millésimés, exactement. Merci pour la remise en français. Et des véhicules de type evergreen, donc qui permettent aux clients et aux allocations d'actifs de perpétuellement investir dans ce type de solution. Et c'est ce que l'on a fait avec un de nos affiliés qui s'appelle Flexstone. On lance un véhicule qui sera sur du private equity, Europe et Amérique, et qui va permettre aux clients particuliers d'avoir une allocation dans un véhicule de qualité institutionnelle, mais dans un format adapté aux besoins de la clientèle grand public. C'est quoi la technique ou l'ingénierie financière qui permet ça, Gad? Parce que je suis toujours attentif quand des produits destinés à une clientèle sophistiquée ou une clientèle institutionnelle, qui n'a évidemment pas besoin d'éducation financière pour comprendre le fonctionnement d'un produit. Quand je vois ces produits arriver sur un terrain plus grand public, on est toujours attentif à ce que la
promesse, ce qu'on promet à des institutionnels et qu'on veut traduire en promesse pour le client particulier, à ce que cette promesse puisse être tenue avec des spécificités du client privé qui a peut-être pas la même éducation, la même sophistication et surtout qui a peut-être un besoin de liquidité un peu plus fréquent qu'un client institutionnel qui peut lui s'engager dans un tunnel de 10 ans à partir du moment où il a bien compris les tenants et les aboutissants. Exactement. Et c'est à travers le véhicule FCPR que nous avons monté, on s'est assuré d'avoir, tout en respectant les critères de liquidité essentiels, d'avoir le moins de cash et de liquidité dans le véhicule afin de ne pas avoir ce que l'on appelle en bon français le cash drag, c'est-à-dire l'impact du cash qui vous fait baisser la performance, et donc, ou des liquidités, et d'avoir un objectif à 2 chiffres, c'est-à-dire on est assez à l'aise pour que nos clients, pour dire à nos partenaires et clients qu'ils auront autour de 12% de performance annualisée. C'est ça l'objectif du fonds. Et qu'il y a de la vraie surperformance. Et il y a une vraie surperformance par rapport à des véhicules plus conservateurs. Donc on veut rester sur du vrai private equity, une vraie expérience de private equity dans un véhicule adapté qui correspond à ce que et qui puisse être dans les contrats d'assurance vie notamment à travers. Mais ça veut dire véhicules. Apporter de la liquidité à minima. Pas une promesse de liquidité permanente. On voulait, alors, plus vous mettez de liquidité dans le fonds et plus le rendement se dégrade. Si on veut garder la promesse de rendement, il faut que ce soit dans des marges raisonnables avec des fenêtres de liquidité qui sont possibles par rapport à des événements particuliers. Mais il est vrai qu'il faut accepter d'avoir un peu moins de liquidité qu'un véhicule qui serait totalement liquide. Sinon, c'est pas les. C'est plus la caractéristique du private equity. C'est une classe d'actifs dans son ensemble. Et c'est vrai que quand on dit private equity, d'ailleurs la terminologie est peut-être pas tout à fait adaptée. Les actifs non cotés, ça embarque également la dette privée. Là, qui est un sujet. J'ai vu le push du private equity vers le retail et je suis en train d'observer depuis quelques mois, quelques trimestres maintenant, le push de la dette privée également vers la clientèle de particuliers. Bien sûr, vous allez avoir la technologie qui est autour de, que ce soit l'onboarding à travers les plateformes électroniques, on peut onboarder des clients particuliers. La tokenisation dont on commence à parler de manière assez générale va permettre là aussi de donner accès à des classes d'actifs qui historiquement étaient réservées à des très gros investisseurs ou des investisseurs très fortunés qui étaient quasiment des institutionnels. Et aujourd'hui, c'est cette révolution qui est en cours qui va permettre, pour le plus grand bénéfice de la diversification des portefeuilles de nos clients, d'accéder à des classes d'actifs qui historiquement étaient réservées. Tout ça, l'évolution de cette offre de solutions, ça nécessite alors vos clients qui sont des CGP mais qui ont des clients finaux derrière, ça nécessite, alors je le dis avec mes mots, mais une montée en gamme de la profession, une sophistication de la profession. Est-ce que vous l'observez, Gad? Alors, c'est pas récent. La profession des conseillers en gestion de patrimoine, et je pense que l'événement auquel nous participons aujourd'hui en est l'illustration, se professionnalise depuis longtemps. On observe plusieurs choses, la grande concentration de cette industrie, mais aussi un appel d'air, notamment au sein de certaines banques qui voient des conseillers qui avaient des clientèles très attachées à eux créer leur propre entreprise. On a vu des grandes réussites se faire, des grands cabinets se constituer avec des quasi-tailles de banques privées. Et tout ça, évidemment, dans l'objectif de mieux servir la clientèle particulière, de lui donner le niveau de service qui est requis et qui est attendu par l'ensemble des clients. Donc je pense qu'en fait, la sophistication va de pair. Vous avez des gens qui créent leurs entreprises, d'autres qui en font des plus grosses et qui créent des process, qui utilisent la technologie. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui, pour nous, était déjà une tendance de fond. Est-ce que l'accès à des classes d'actifs un peu plus complexes va accentuer ce phénomène? Sans doute, mais c'était quelque chose qui était déjà en cours. Les conseillers en gestion de patrimoine se sont largement professionnalisés depuis une vingtaine d'années. Merci beaucoup, Gad. Merci pour ce retour d'expérience. Gad Amar, le directeur de la distribution pour l'Europe de l'Ouest de Natixis IM. On
On poursuit cette édition spéciale de Smart Bourse depuis le Midsommar du patrimoine organisé par la CNCGP à la Maison de la Chimie. À mes côtés désormais Stéphane Déo, gérant senior chez Eleva Capital. Bonjour Stéphane. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. On se voit régulièrement dans Smart Bourse, dans l'émission. Stéphane, je voulais qu'on essaye de prendre un peu de hauteur avec vous. Alors vous gérez une stratégie globale macro, comme on dit, c'est ça, chez Eleva Capital? Multi-actif et global. Comment on réfléchit aux déterminants de marché en essayant de sortir un peu du bruit quotidien du marché? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire la dynamique des marchés globaux? Vous êtes multiclasse d'actifs. Alors, sur des horizons, à vous de les définir, de quelques mois, quelques trimestres, peut-être 12, 18 mois, même si on ose être un peu ambitieux, Stéphane. C'est long, tout ça. Qu'est-ce qui va conduire la dynamique des marchés, selon vous, au cours des prochains... la prochaine année, pour dire les choses. Si on prend un tout petit peu de recul, je pense qu'il y a deux éléments qui me semblent très importants. D'abord, en allocation d'actifs, donc on arbitre entre les actions, les taux, le crédit, etc. Ce genre de fonds est un petit peu traumatisé parce qu'en 2022, on a eu un rebond de l'inflation, les taux ont monté, donc la poche taux a perdu énormément et en même temps les actions ont baissé. Donc l'idée, c'est que votre poche taux doit compenser les actions. Et là, vous vous êtes fait, vous avez pris des claques. Ça ne fonctionne plus. Ça n'a pas fonctionné du tout, du tout. Pourquoi? Pendant les 20 ans qui avaient précédé, ça avait très bien fonctionné. En fait, il y a une constante qui est assez forte, qui est que quand vous avez une inflation très importante, cet arbitrage entre actions et taux ne fonctionne pas. On l'a vu avant l'an 2000. Si vous regardez la décennie 1990, si vous regardez la période 2020-2023, ça ne marche pas. Quand on est en inflation basse, par contre, là, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que quand votre inflation est basse, les chocs, c'est surtout des chocs de croissance. Donc plus de croissance, c'est des taux qui montent, vous perdez sur les taux, mais vous gagnez sur les actions. Et vice-versa, quand vous avez une récession. Donc là, ça marche. Je pense que le point important, c'est qu'on est sorti de cette phase d'inflation importante. En gros, le point d'inflexion, il est quand vous êtes au-dessus de 3% d'inflation. Si on revient sur quelque chose de raisonnable, c'est-à-dire l'inflation à 2-3, ce genre de fonds redevient pertinent. L'arbitrage taux-action change. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental parce que ça permet de gérer. On retrouve risques. Une assise. Voilà, vous avez vraiment une assurance qui ne se casse pas la figure quand vous en avez besoin. C'est une assurance qui vraiment vous assure. Donc ça, c'est un premier point qui est vraiment structurel, qui est très très important, je pense. Et vous êtes convaincu que oui, on peut rester dans un régime d'inflation, 3% autour, qui conviendrait à tout le monde? Je pense, oui. Ouais. Oui, je pense. Je pense que ce qu'on a vu pendant les 2-3 années qui ont suivi le Covid, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et d'ailleurs, alors il y a eu tout ce débat sur inflation transitoire ou pas. Bon, j'y reviens pas. Alors, tout est transitoire. Il suffit de. Elle a fini par être transitoire. Voilà. En tout cas, l'inflation à 10% a été transitoire. Ce qui n'est pas transitoire, c'est le débat sur le transitoire, pardon, qui lui perdure. Mais on a bien vu que c'est monté très fort. Parce qu'on est quand même arrivé à 10% d'inflation. Vous m'auriez dit en 2020 10% d'inflation, je vous aurais rayonné. 2 ans plus tard, on est quand même redescendu à des niveaux inférieurs à 2 sur les derniers chiffres de la BCE. Donc ça, convaincu, jamais. Mais je pense que oui, effectivement, il y a des fortes chances pour qu'on soit sur une inflation qui ne dépasse pas les 2-3%. Pour l'anecdote, si vous regardez l'inflation en Europe depuis le début de la zone euro, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 1999, en moyenne, la BCE a fait 2,13% d'inflation. Excellent. On n'est pas loin de l'objectif. Ah ouais. Alors on disait avant proche mais inférieur. Oui. Mais j'allais dire après ce qu'on a traversé, ils ont rattrapé 2,13% en moyenne depuis 25 ans, c'est pas mal quand même. On tape beaucoup sur la BCE. À mettre au crédit de la BCE alors. On tape beaucoup sur la BCE. En fait, ils ont quand même quelques réussites aussi. Donc premier point clé, retour de cet équilibre 60-40, on l'appelle comme on veut, 50-50, mais ça redevient une solution pertinente. Oui. Le deuxième point, c'est tout ce débat sur l'exceptionnalisme américain. Pour être honnête, sur les 10 dernières années, c'était simple. Vous surpondériez les États-Unis, vous partiez à la pêche et vous reveniez, vous aviez fait une très belle performance. C'était un no-brainer, comme on dit. Voilà, pas besoin de réfléchir. En bon français, on disait voilà. Je pense que la situation est beaucoup plus compliquée maintenant et on l'a vu depuis le début de l'année, l'Europe a beaucoup mieux performé. Il y a un vrai sujet sur la trajectoire des États-Unis
Et moi, je le vois. Alors nous, on est un fonds très agile, relativement petit à l'échelle des marchés. Mais quand on regarde les gros mammouths, les fonds de pension canadiens, les fonds souverains du Moyen-Orient, les fonds de pension australiens, il y a une vraie question sur l'allocation aux États-Unis. Vous avez 70% du MSCI World qui est aux États-Unis. Les gens ont fait le même raisonnement que je viens de faire, on surpondère les États-Unis. Donc tous ces fonds ont, alors je n'ai pas le détail de tous les fonds, mais ont une part de leur investissement aux États-Unis qui est absolument monstrueuse. Et ça, c'est amené à baisser petit à petit. C'est une pure question de gestion du risque? Oui, je pense. C'est ça, c'est du risk management. Voilà. Alors après, il faut faire attention à ne pas verser dans l'excès inverse. Je ne veux pas vous bombarder de chiffres, mais le ROE, c'est-à-dire la rentabilité des fonds propres aux États-Unis, c'est 19%. Ouais. Ils distribuent à peu près 70% des bénéfices, donc vous êtes assis sur du 14%. En Europe, c'est 9%, au Japon, c'est 5%. Donc si vous sous-pondérez les États-Unis, vous sous-pondérez un portage qui est important. Donc il faut faire attention à ne pas verser dans l'excès inverse, c'est-à-dire les États-Unis, c'est fini, ils sont en faillite. C'est pas le misérabilisme, on ne passe pas de l'exceptionnalisme au misérabilisme américain. Quand même. Comme souvent sur les marchés, la question c'est où est-ce qu'on met le curseur. Ouais. Et là, sur les États-Unis, on a mis le curseur pendant la dernière décennie. Très haut. Très, 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 très haut. Je pense qu'il va y avoir un retour de balancier. Il faut faire attention à ne pas être pêché par excès de pessimisme non plus. Mais vous dites les mouvements de capitaux des détenteurs d'actifs, on ne les a pas encore vus en fait. Et ça, alors ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les capitaux qui rentrent ne sont plus investis aux États-Unis mais ailleurs. Le nouveau flux déjà ne va plus autant qu'avant sur le dollar. Par contre, voilà, pour revenir sur ces mammouths qui gèrent des milliers de milliards, c'est très très difficile de rebalancer le portefeuille du jour au lendemain. Donc ça va se faire de manière graduelle. Mais ça, je trouve intéressant parce que ça veut dire que l'allocation régionale devient très importante. C'est-à-dire qu'il faut être au bon endroit, au bon moment. L'année dernière, il fallait avoir des États-Unis. Ouais. Ils sont devenus abominablement chers vis-à-vis de l'Europe à la fin de l'année. Nous, alors pour être honnête, je ne m'attendais pas à toutes les pitreries de Trump, mais mais pour être honnête, on est passé surpondéré Europe pour des questions de valorisation. Ouais. On a forcé le trait quand Trump a commencé à sortir tous ces merveilleuses idées, les tableaux, etc. Mais on voit bien que on peut très bien avoir une phase de surperformance de l'Europe qui perdure encore un certain temps. Donc l'agilité régionale, je trouve, devient beaucoup plus pertinente qu'elle l'a été pendant la dernière décennie, où une fois de plus, vous étiez surpondéré États-Unis, vous étiez quasiment sûr de gagner à tous les coups. Qu'est-ce qui crée cette défiance? C'est-à-dire que il y a un surexceptionnalisme américain qu'on corrige un petit peu, le cycle, la conjoncture, le ralentissement de l'économie américaine qu'on attend aide peut-être à ça. Derrière ça, qu'est-ce qui justifie la défiance, au moins intellectuelle, dont on discute aujourd'hui, Stéphane? C'est un problème de gouvernance, c'est un problème de casting avant tout, c'est-à-dire que c'est l'épisode Trump qui crée cette défiance vis-à-vis du dollar? Oui, je pense. Alors l'épisode Trump, il y a une grande question à laquelle je ne sais pas répondre, c'est est-ce que c'est une aberration? Il se trouve qu'il y a un personnage comme ça. Ou est-ce que le successeur et le successeur du successeur s'inscriront également dans cette veine-là? Et ça, je ne sais pas. Mais je vais juste vous donner un exemple. Obama avait négocié un traité de commerce avec les pays du Pacifique. Ça a duré, je crois, 5 ans, 6 ans, la négociation. L'accord est signé. Trump 1 arrive, un mois après, il a tout abrogé. Ouais. Trump perd les élections, vous avez Biden qui revient, les pays n'ont même pas commencé à renégocier. Ça ne sert à rien. Si vous n'allez pas vous remettre à renégocier pendant 5 ans, avec le risque d'avoir Trump 2 qui en plus s'est matérialisé, donc vous avez cassé quelque chose. Il y a vraiment une question de confiance de long terme qui est cassée. Et ça, autant casser la confiance, ça se fait très vite. La réparer, c'est facile, c'est pas le terme, mais la réparer, c'est plus longtemps. Donc je pense qu'il y a vraiment eu un point d'inflexion et quelque chose d'intéressant. Si maintenant je regarde avec le petit bout de la lorgnette de personnes comme moi qui ont le nez sur leur écran Bloomberg toute la journée. C'est le job. Ouais, c'est mon job. La corrélation entre le VIX et le dollar est négative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce jargon? Le VIX, vous savez, c'est l'indice de volatilité, l'indice de peur. Ouais. Quand le VIX augmente, c'est que les marchés ont peur. Normalement,
tout le monde achète du dollar. Refuge sur le dollar. Refuge sur le dollar. Là, tout le monde vend du dollar. Ouais. Alors, je triche parce que c'est juste les dernières semaines, les derniers mois où ça s'est passé comme ça. Mais ça, c'est vraiment un symptôme fort. J'entends. Enfin, c'est un signe faible. Oui. Mais c'est vraiment un symptôme que C'est une la mécanique valeur qui dit refuge, quelque chose. le réflexe pavlovien des marchés de dire le refuge c'est le dollar a disparu. Ça durera ce que ça durera, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe. En sous-jacent, il y a la question des déficits aussi, Stéphane, alors qui participe peut-être, quand on parle des États-Unis, à la défiance vis-à-vis du dollar. Pour le coup, on ne peut pas tout mettre sur le dos de Donald Trump. Le niveau de déficit, 6-7%, il a existé avant Trump. La question, c'est qu'on n'en sort pas, ou en tout cas, il n'y a pas de visibilité sur une sortie vers une consolidation des finances publiques ou une meilleure orthodoxie budgétaire côté américain. Est-ce que le marché a trouvé le bon prix par rapport à ce niveau de déficit, semble-t-il, qui est amené à durer pour la première puissance économique mondiale? Alors, le premier point, je voudrais faire un petit retour historique. En 93, le déficit américain, c'est 7%. D'accord. Quand Clinton quitte le pouvoir en 2001, le déficit américain avait été résorbé. En fait, il y avait un petit surplus. Si vous regardez les mesures fiscales qui ont été prises, budgétaires, c'est à peu près 1,5%. Donc on est passé de 7 à 0 avec 1,5 d'effort. Vous allez me dire, c'est quoi ce miracle? Le miracle, c'est la croissance. C'est la croissance, la productivité. Bien sûr. Donc le pire est jamais certain. Si l'intelligence artificielle crée vraiment un choc de productivité et de croissance, on peut se retrouver avec la même histoire que les années 90. Alors évidemment, il faut faire du wishful thinking une fois de plus pour parler en bon franglais. C'est pas sûr. Ouais. Et ça, c'est la première réponse. C'est que le pire est jamais certain. Après, en fait, j'ai vu Larry Summers il y a pas longtemps, n'est-ce pas? Bonjour à Larry. Merci. Bonjour à Larry. Cher ami. Et lui, il fait un calcul qui est un peu un calcul d'économiste, j'allais dire de base, mais qui est le calcul que je fais. Il dit, les taux neutres, c'est quoi? C'est à peu près 2%. Vous rajoutez 2,5 d'inflation, taux 3 d'inflation, ouais. Donc vous êtes à 4,5, 5. Et puis un petit surplus pour le risque qu'on prend, quoi. Voilà, donc ça c'est les taux courts, mais les taux longs, c'est 100 BP de plus, donc 1% de plus, il dit 6. D'accord. Et si vous voulez, je trouve que c'est un petit peu poussé loin, mais il y a une autre règle qui est plus simple, qu'on appelle la règle d'or chez les économistes, c'est qui dit vos taux doivent être proches de la croissance nominale. Pareil, vous mettez 2% de croissance, 2,5 d'inflation, ce qui est le minimum, vous êtes à 4,5 minimum. Ouais. Plutôt 5 d'ailleurs que 4,5. Ouais. Donc pour moi, les taux, s'ils arrivent proches de 5, c'est pas du tout une aberration. C'est juste, on a fait 10 ans avec une normalisation. Des politiques monétaires extrêmement agressives qui ont pesé sur la courbe, qui ont mis des taux à des niveaux anormalement bas. Mais si on oublie ces 10 ans qui sont anormaux, exceptionnels, les forces de marché, c'est plutôt du 5% que du 3% ou du 2% sur le 10 ans américain, à mon avis. Ouais. Merci beaucoup Stéphane. Merci pour cet éclairage de marché à l'issue de ce premier semestre qui aura vu effectivement naître, émerger ce questionnement, on va appeler ça comme ça, sur l'exceptionnalisme américain et le poids des actifs en dollars dans des allocations stratégiques. Stéphane Déhaut, merci beaucoup. Gérant senior chez Eleva Capital, qui nous a accompagnés également à l'occasion de cette édition spéciale de Smart Bourse depuis le Midsommar du patrimoine. Et on poursuit cette édition spéciale de Smart Bourse depuis cette troisième édition du Midsommar du patrimoine organisé par la CNCGP. Mon invité est désormais Sylvain Goyon, gérant actions notamment chez Montpensier Arbevel. Sylvain, bonjour. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous pour évoquer un peu les perspectives de marché. On se retrouve à mi-parcours de cette année 2025. C'est toujours un bon moment pour prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé dans la perspective de ce qui peut se passer dans les prochains mois et les prochains trimestres. Sylvain, les enseignements du premier semestre en termes de dynamique de marché, on a vu des interrogations et peut-être même plus des doutes se former sur la question de la dynamique des actifs américains dans leur ensemble. On parle de la dette obligataire américaine, on parle des actions américaines, on parle de la devise américaine. Est-ce qu'on est simplement au stade du questionnement ou est-ce qu'il y a déjà une réalité derrière ce qu'on a
appelé, ou ce qu'on appelle la fin de l'exceptionnalisme américain, Sylvain? Alors d'abord, merci de me recevoir, Grégoire. Oui, alors il y a quand même une réalité derrière tout ce questionnement. L'exceptionnalisme américain, c'était véritablement tout ce qu'on entendait dans le marché jusqu'à la fin de l'année dernière. Et puis on est rentré dans une zone de giration assez rapide, avec finalement un Donald Trump qui a introduit lui-même ces girations, avec notamment beaucoup d'imprédictibilité, au niveau notamment de tous les droits de douane. Ça a déjà poser quand même un certain nombre de questions. Et puis également, finalement, ce dont on s'est rendu compte, c'est que tout le discours qui avait trait justement à la permanence de cet exceptionnalisme, eh bien, il tient sur un fil. Aujourd'hui, si on regarde historiquement où on se situe dans une distribution, le poids des profits dans le PIB américain n'a jamais été aussi élevé. Donc on a des valorisations qui tiennent sur un fil. Ouais. C'est un questionnement où... est-ce qu'on est déjà passé à l'acte? Est-ce qu'on a déjà décidé de se désensibiliser structurellement d'une partie des actifs en dollars aujourd'hui? Comment est-ce que vous regardez effectivement le positionnement du marché, peut-être pas facile dans son ensemble, Sylvain? Alors c'est une très bonne question, Grégoire. Il y a une forme de désensibilisation que l'on retrouve dans les flux, où on a incontestablement un mouvement aujourd'hui des investisseurs en faveur de l'Europe. Alors on pourra revenir sur les raisons qui alimentent en fait ce retour sur l'Europe, mais de là à penser qu'on est sur quelque chose de structurel ou de permanent, je pense que c'est quand même beaucoup trop tôt. Fort heureusement, on parle des États-Unis, il y a la puissance des institutions qui constitue quand même un puissant retour à la moyenne. Mais dans l'intervalle, il faut vivre avec justement cette imprévisibilité dont on parlait précédemment. Ouais. Et donc dans ce jeu relatif des marchés, dans ce que j'appelle le concours de beauté permanent, oui, on redécouvre l'Europe. Les investisseurs redécouvrent l'Europe. Alors nous, opérant en France et en Europe, on connaît l'Europe, mais pour des investisseurs globaux, c'est une zone qui retrouve de l'intérêt. C'est un choix par défaut ou est-ce qu'on découvre, j'allais dire, des forces objectives européennes qu'on avait peut-être un peu oublié, Sylvain? Alors je serais tenté de dire un peu les deux, mon capitaine. Ouais. Il y a un peu de défaut et il y a de la réalité. Alors nous, en fait, la zone européenne, c'est quoi? Depuis des années, c'est passablement ennuyeux. En fait, il ne se passe rien ou très peu. On a une croissance assez molle et bon, voilà. Et aujourd'hui, cette mollesse, cette médiocrité, d'une certaine façon, redevient attractive. Alors, pour quelles raisons? Et c'est là où en fait on rentre sur des choses qui sont un peu structurelles, parce que pour une fois on a de la chance. On a une combinaison de facteurs qui nous aident pas mal. Le premier d'entre eux, c'est le plan de relance allemand, finalement, ce changement politique, cette volonté pour une fois de l'Allemagne d'être peut-être un peu moins économe de ses deniers et donc d'investir dans ses infrastructures. Donc ça va nous aider, et l'Allemagne évidemment étant la première économie de la zone euro, on a un effet positif de ce stimulus budgétaire. Le deuxième, malheureusement je serais tenté de dire, c'est la situation géopolitique. On a une forte mobilisation, cette fois-ci intra-européenne, avec l'émergence d'une conscience européenne et des budgets qui vont être développés pour cela. Donc ça aussi, ça vient contrebalancer les effets négatifs, en revanche, qui sont toujours là, de la difficulté du commerce international et des droits de douane avec les États-Unis. Mais donc nous, on offre un cadre juridique stable, une croissance prévisible et qui peut peut-être même être tiltée vers le haut si jamais on a une résolution heureuse de cette problématique avec les États-Unis. Absolument. Le marché, à ce stade, le marché semble être un peu moins sensible aux rodomontades de Donald Trump sur le front commercial que ce que ça a pu être à son arrivée à la Maison-Blanche et encore pire au moment de Liberation Day. Le gros du choc ou de la menace, en tout cas, semble derrière nous. Alors c'est tout à fait vrai, d'ailleurs c'est ce qu'on observe à chaque nouvelle foucade quand même de Trump. On a une réaction du marché, exemple au moment où on parle en ce moment, mais cette réaction est quand même de plus en plus limitée en termes d'amplitude, fort heureusement. La volatilité est toujours là, mais elle se réduit. Ce qui signifie que le marché est en train de tirer des leçons du passé, et on voit finalement que c'est le fameux art of deal, mais c'est aussi le fameux taco, avec finalement la volonté d'aller de l'avant, mais ensuite pour faire deux pas en arrière. De se retirer très vite. Exactement. Donc à la fin des fins, pas grand-chose ne se passe. Bon. Les atouts de l'Europe, revenons-y. Quels vont être les drivers notamment des marchés actions européens? Vous avez cité, alors j'allais dire la boussole de compétitivité, puisque c'est la terminologie européenne, avec des plans de relance d'investissement, en l'occurrence venant d'Allemagne. On peut ajouter peut-être le rôle de la BCE, qui finalement
a rempli le job là où on en doutait encore il y a peut-être 12-18 mois. Du point de vue des entreprises aussi, qu'est-ce qu'on peut dire des fondamentaux des entreprises européennes? On a eu toute une vague de publications de résultats à l'issue du premier trimestre. Qu'est-ce que ça nous donne comme indication en termes de dynamique bénéficiaire aussi de nos entreprises en Europe? Alors c'est effectivement la saison de résultats qui vient de s'achever. D'ailleurs, comme de l'autre côté de l'Atlantique, a été meilleure qu'attendu. Ouais. Un peu moins bonne en absolu de ce côté-ci, mais néanmoins quand même meilleure. Alors je suis obligé d'une certaine façon de faire un comparatif avec les États-Unis pour arriver à positionner cela. On a plusieurs avantages pour nous. Le premier, finalement, c'est celui de la stabilité institutionnelle, ça c'est vrai, mais c'est aussi finalement le fait qu'on a une économie qui fonctionne bien. On a une économie qui est au plein emploi, qui a réussi son soft landing d'une certaine façon, alors qu'il est toujours à réaliser aux États-Unis. Et de la même façon, les entreprises européennes bénéficient d'un coût de l'énergie qui a tendance à baisser, d'une inflation qui recule, et donc au niveau des marges, c'est plutôt quelque chose d'assez sain. Donc on est sur un environnement qui est plutôt porteur en relatif. Ouais. La dynamique bénéficiaire, oui, c'est un soutien pour les marchés actions en Europe. Oui, avec des attentes. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu de croissance bénéficiaire en Europe. Hein, on est c'est pour d'accord. ça que... Alors, Grégoire, non, mais on attend toujours une histoire un peu meilleure. C'est tout à fait vrai. Et cette année, les attentes en termes de croissance sont finalement relativement modestes, de l'ordre de 3%. Donc, il n'y a pas peut-être de quoi s'enflammer. Néanmoins, ce qui se passe aussi, c'est que les investisseurs réagissent à des valorisations relatives. Et quand on regarde aujourd'hui... Alors, je suis désolé, on revient beaucoup aux États-Unis, mais ça reste le marché directeur, donc on est obligé de se référer à lui. Le PE des États-Unis, 12 mois forward, comme on dit d'habitude, c'est 22 fois. Ouais. Celui de l'Europe, on est à 13 fois. On est sur une décote, en fait, en termes historiques, qui est excessivement élevée, pour des perspectives de profit qui, finalement, sont probablement plus... pas si éloignées? Non, pas si éloignées, et probablement plus solides de ce que c'est ici de l'Atlantique, ce qui est quand même assez nouveau. Et puis, avec quelque part, et là, je vais faire peut-être un chouille de provocation, finalement... un peu d'aide de Donald Trump, alors, qui peut nous aider à optimiser la zone. Comment? Quand on regarde au niveau du commerce mondial, quelles sont les barrières non tarifaires, comment elles se répartissent dans le monde, il se trouve qu'il a quand même un point, Donald Trump, la zone qui est la plus ennuyeuse dans ce domaine, c'est nous, c'est l'Europe, avec 22% en fait, en volume des différentes barrières tarifaires, contre 16% je crois pour les États-Unis ou 17% pour la Chine. Donc si nous, on diminue en fait nos normes, ça va nous aider à croître plus vite. Il aura un point, et c'est d'ailleurs une des recommandations de Mario Draghi dans son fameux rapport. C'est des barrières alors, qui sont élevées face à l'extérieur, mais ce sont aussi des barrières pour nous dans le développement des échanges et du commerce intrazone en Europe. Voilà, donc cette dynamique, elle est bien enclenchée, et malheureusement, certains facteurs permettent de penser qu'elle est là pour durer, notamment sur le plan géopolitique. Vous êtes spécialiste du secteur de la santé, Sylvain, vous co-gérez le fonds santé chez Montpensier Arbevel avec Olivier Droyère. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce secteur que j'ai toujours vu comme étant cité pour ses qualités défensives? Alors, je mets de côté la partie biotech peut-être, mais quand on regarde les grands labos pharmaceutiques, voilà, c'est plutôt de la croissance visible, c'est l'aspect défensif. Et on a l'impression que ce secteur, n'a pas fait grand-chose là sur ces derniers mois, ces derniers trimestres. Alors, c'est malheureusement vrai, c'est une bonne impression. Le secteur n'a pas fait grand-chose, voire même Mais est-ce que c'est son rôle de ne pas faire grand-chose dans l'environnement de marché actuel? Non, alors justement, c'est vrai que c'est très surprenant, parce que vous avez fort justement rappelé que c'était un secteur défensif, mais on va dire que depuis son statut de star fin 2021 avec le Covid, il ne s'est pas passé grand-chose. Bon. Là, en ce moment, je suis désolé de parler encore de Trump, mais on n'est pas aidé du tout par la gouvernance américaine qui a introduit énormément de biais désagréables sur le secteur avec... au choix, l'arrivée de RFK, qui est Robert Kennedy Jr. Voilà, pardon, excusez-moi. Ministre de la Santé. Exactement. Le fait que l'on vire, par exemple, avant-hier, 17 personnes au niveau de la FDA qui sont spécialisées dans le vaccin, des restrictions d'exportation sur un certain nombre de matériels médicaux. Et puis là, la dernière foucade de Trump, qui est le niveau du prix des médicaments aux États-Unis, avec la volonté de faire passer un texte de loi qui permettrait aux Américains d'avoir des produits au prix moyen européen, on va dire, de l'OCDE. Donc, évidemment, une forte déflation. Bon. Donc tout ça, évidemment, c'est pas hyper sympa, en sachant que c'est le premier marché du monde et c'est 70% de la capitalisation mondiale dans la pharmacie. Alors nous, ce qu'on constate
et évidemment vous allez me dire que je prêche pour ma paroisse, mais c'est normal malgré tout, c'est que actuellement le secteur offre un point d'entrée qui nous paraît super intéressant. Pourquoi? Parce que finalement sa valorisation intègre déjà l'ensemble des mauvaises nouvelles dont je viens de vous parler, mais de façon très sérieuse. C'est un secteur qui a pricé le pire. C'est pas le cas de tous les secteurs, mais celui-là a pricé le pire. D'ailleurs, quand on regarde en fait sur un an glissant, la plus mauvaise perf aux États-Unis, c'est la santé. Donc c'est pas pour rien, et ça dans à peu près tous ces compartiments, notamment le service. Mais tout ça pour vous dire quoi? C'est que si on regarde effectivement dans les fondamentaux sectoriels, cette valorisation, elle n'a pas lieu de rester aussi basse. On avait 50% de primes de PE en fait sur le secteur par rapport au MSCI Monde, on va dire, c'est passé à zéro. À chaque fois qu'on est arrivé sur ce niveau de valorisation, on a généralement eu un rebond qui a suivi et qui a été assez important. Et pour quelle raison? Parce que les drivers qu'on connaît bien, la démographie, la consommation de soins avec la population qui devient plus âgée, reste évidemment important. Et surtout, il y a quelque chose d'extraordinairement génial qui est en train de se passer en ce moment, c'est la convergence entre la tech et l'explosion de la génération de données biologiques. Donc on arrive à avoir des produits qui sont à la fois plus personnalisés, plus puissants, efficaces, donc qui traitent, et on va dire que la santé, le but c'est quand même de changer la vie des gens, et en fait on arrive à changer leur vie de façon tout à fait réelle, en améliorant finalement l'espérance de vie, en réduisant les maladies, donc ça c'est tout à fait vrai, et avec finalement aussi peut-être le secteur qui incorpore le plus tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est et sans que ça se voit d'une certaine façon. Le marché l'a pas réalisé encore. En tout cas, c'est pas dans les prix du secteur. Alors que vous le dites, et c'est vrai que moi, les discussions que je peux avoir, quand je demande où est-ce qu'on va avoir les usages, les premiers usages les plus révolutionnaires de l'IA ou des nouveaux outils d'intelligence artificielle, la santé, la médecine, le diagnostic, la prédiction. C'est le premier secteur qu'on me cite généralement. Et j'ai pas du tout l'impression que quand on gère, on se dise tiens, si je veux jouer l'IA de manière un peu dérivée, tiens, je vais aller sur la santé. Mais c'est pas naturel encore. Ce n'est pas naturel du tout. Et c'est d'ailleurs très intéressant que vous preniez l'exemple en fait de cette volonté de ne pas utiliser la santé pour jouer cela. Car d'une certaine façon, la tech a joué ce rôle de secteur super défensif à la place de la santé. Et ça, c'est assez troublant. Alors même que, je donne juste un exemple d'une boîte que tout le monde connaît, les laboratoires Roche, par exemple, en Suisse, ils dépensent 3 milliards de francs suisses par an sur ces thématiques d'intelligence artificielle et d'informatique, mais dédiées donc à la santé, à la description de molécules. Et c'est beaucoup, je me rends pas compte, parce que 3 milliards, ça ne veut rien dire, mais donc, même pour une boîte de la taille de Roche, c'est beaucoup, absolument. Donc tout ça, alors le secteur n'a pas attendu que ça devienne un buzz pour l'intégrer. Vous avez cité à peu près tous les domaines sont concernés, que ce soit le diagnostic, que ce soit la radiothérapie, que ce soit la définition de médicaments, que ce soit même les services. Ils s'en sont pas assez vantés. Non, d'une certaine façon, non. C'est tout à fait vrai. Et donc, on le voit en fait. D'ailleurs, on commence à recevoir, quand on reçoit certains analystes, un analyste par exemple MedTech qui va être accompagné d'un analyste spécialiste dans le software. Voilà. Donc on a cette convergence qui est tout à fait réelle. L'hybridation est en train de se faire. L'hybridation est tout à fait, ce qui est un terme tout à fait approprié pour parler de ce domaine. Merci beaucoup Sylvain, merci d'être venu nous éclairer sur ces perspectives d'investissement et cet environnement de marché avec ce focus sur le secteur de la santé qui est un de vos domaines d'expertise. Sylvain Goyon, gérant chez Montpensier Arbevel avec nous depuis cette 3e édition du Midsommar du patrimoine.